3 personnes ont été tuées par la police kenyane jeudi dans la ville de Lessos, dans l'ouest du pays, lors d'affrontements avec des conducteurs de mototaxi. C'est ce qu'a annoncé l'inspection générale de la police. Les obsèques nationales de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza ont débuté ce vendredi à l'hôpital de cinquantenaire de Karusi. Pierre Nkurunziza sera inhumé à Gitega, dans la capitale administrative du pays. Des policiers montent la garde devant une zone rouge près de Naples, en Italie. Une cinquantaine de résidents étrangers contaminés au nouveau coronavirus ont tenté de fuir leur confinement. C'est là le sommaire du journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. 3 personnes ont été tuées par la police kenyane jeudi dans la ville de Lessos, dans l'ouest du Kenya. C'était lors d'affrontements avec des conducteurs de taxi moto. C'est ce qu'a annoncé l'inspection générale de la police. Les policiers ont tiré sur une foule de mototaxis en colère qui protestaient contre l'arrestation d'un des leurs pour non-respect des règles anti-Covid-19, selon une source. Un premier échange de tirs a eu lieu lorsque les mototaxis ont, pendant l'intervention, attaqué l'un des officiers, précise un communiqué de l'inspection de la police. L'agent a tiré, tuant un homme âgé de 40 ans, dit le test. Alors que les officiers tentaient ensuite de regagner leur commissariat, suivi par la foule, un deuxième échange de tirs a eu lieu, au cours duquel 2 autres personnes dont l'identité n'est pas connue ont été tuées. L'autorité indépendante de contrôle de la police a été saisie de l'affaire. L'IPOA avait annoncé au début du mois que la police était impliquée dans la mort de 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars dernier. Un policier kényan avait été arrêté mardi pour le meurtre d'un enfant de 13 ans, tué fin mars dans un bidonville de Nairobi pendant que les forces de l'ordre faisaient appliquer un couvre-feu destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus. La police kenyane est régulièrement accusée par les organisations de défense des droits humains d'utilisation excessive de la force et d'exécutions extrajudiciaires, en particulier dans les quartiers pauvres. En avril, Human Rights Watch l'avait accusée d'imposer le couvre-feu de manière chaotique et violente depuis le début, parfois en fouettant, en battant ou en utilisant des gaz lacrymogènes pour forcer les gens à quitter les rues. Les obsèques nationales de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza ont débuté ce vendredi à l'hôpital du cinquantenaire de Karusi, au centre du pays, où il est décédé subitement le 8 juin dernier, officiellement d'un arrêt cardiaque. Isolé tout au long de son 3e et dernier mandat, Pierre Nkurunziza est décédé 3 semaines après l'élection de son successeur Evariste Ndayishimiye. C'est par un hommage rendu à Pierre Nkurunziza dans la plus stricte intimité familiale par son épouse, ses enfants et des proches qui les accompagnent que les cérémonies ont débuté. En effet, le convoi funéraire a quitté l'hôpital du centenaire de Karusi pour se diriger vers Gitega, la capitale administrative du pays, située à 60 km au sud-ouest sous forte protection militaire et policière. La population a été invitée par les autorités à se regrouper tout au long de la route entre Karusi et Gitega pour rendre hommage à Pierre Nkurunziza, mort à l'âge de 55 ans après 15 années au pouvoir. Un hommage national avec des prières œcuméniques devrait ensuite être rendu à Pierre Nkurunziza au stade Ingoma de Gitega. Les invités ont été encouragés à s'habiller de blanc et pour les hommes, à porter une photo du défunt. Décédé inopinément le 8 juin dernier, Pierre Nkurunziza, qui était à 2 mois de la fin de son 3e mandat, devrait passer le témoin au général Evariste Ndayishimiye, vainqueur de la présidentielle du 20 mai dernier. Investi 2 mois plus tôt que prévu après le décès de son mentor, le nouveau président Evariste Ndayishimiye s'est immédiatement placé dans ses pas lors de son premier discours public. Lors de son investiture le 18 juin dernier dans le même stade Ingoma, Evariste Ndayishimiye a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur et promis de continuer sur la voie qu'il a tracée. En Gambie, le ministre de la Justice Aboubakar Tambadou a démissionné. Il sera remplacé par l'avocat Daouda Diallo, a dit le gouvernement. Plus de précisions à travers cet élément. À compter du 30 juin prochain, Aboubakar Tambadou ne sera plus ministre de la Justice. Il a démissionné pour prendre un poste non précisé aux Nations Unies
selon les explications des autorités gambiennes. Aboubakar Tambadou s'est fait connaître notamment en menant des enquêtes sur les violations des droits de l'homme commises dans son pays par l'ancien dictateur Yahya Jammeh et par sa défense des droits des Rohingyas de Birmanie. Nommé ministre de la Justice en 2017, Tambadou a été l'un des fondateurs de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui a enquêté sur les violations des droits de l'homme sous le régime de Yahya Jammeh qui a dirigé la Gambie d'une main de fer pendant 22 ans. En janvier, il avait dit que l'ancien président gambien Yahya Jammeh serait arrêté et jugé s'il revenait dans son pays. Ancien avocat Aboubakar Tambadou s'était également fait remarquer pour avoir porté plainte auprès de la Cour de justice internationale en 2019 contre la Birmanie pour génocide à l'encontre de la communauté Rohingya. Il sera remplacé au ministère de la Justice par l'avocat Daouda Diallo, a dit le gouvernement. En Angola, le procureur général a indiqué ce jeudi qu'il n'excluait pas de délivrer un mandat d'arrêt international contre la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos. La fille de l'ancien président Eduardo dos Santos est suspectée de corruption dans son pays et au Portugal. En réponse à des questions de la presse en marge d'une réunion à Luanda, le procureur général d'Angola a indiqué ce jeudi qu'il n'excluait pas de délivrer un mandat d'arrêt international contre Isabel dos Santos. Nous travaillons en coopération avec les autorités portugaises et si le besoin apparaît à un moment d'en arriver à ce point, nous verrons comment procéder. Ce sont des questions de procédure, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne peux pas en dire plus sur le processus en cours. Nous y travaillons, a déclaré Elder Pitagro. Fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, âgée de 47 ans, est soupçonnée par la justice et les autorités angolaises d'importants détournements de fonds publics, récemment évalués à 5 milliards de dollars. La milliardaire a catégoriquement nié ces allégations, dénonçant une cabale politique. En décembre, un juge civil de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel dos Santos et de son époux d'origine congolaise, Syndicat Dokolo, dans une pléiade de sociétés angolaises. Un mois plus tard, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié une enquête des Luanda Leaks qui l'accuse sur la foi de documents piratés d'avoir siphonné les caisses du pays. Dans la foulée, la justice portugaise a à son tour gelé les comptes et des actifs de la femme d'affaires au Portugal où elle a investi dans la banque et la téléphonie. Dans un entretien accordé début juin à l'AFP, l'un de ses avocats, le Britannique Dan Morrison, a jugé la procédure qui la vise injuste, inexacte et fondée sur des faux. Le chef du gouvernement tunisien a averti que l'économie de son pays, fragilisée davantage par la pandémie de Covid-19, devrait se contracter de 6% en 2020. Eliès Fakfak a également déploré la faillite de toutes les sociétés publiques. C'était lors d'une audition au Parlement consacrée à son bilan après 100 jours au pouvoir. On l'écoute. Aujourd'hui, la Tunisie est classée parmi les 10 premiers pays qui ont réussi à bien gérer la crise du coronavirus avec ses propres moyens. Concernant le taux de croissance, aujourd'hui, il est estimé en baisse de 6%, un taux de croissance de moins de 6% selon les dernières mises à jour. Et certains de nos partenaires comme l'OCDE, le FMI, et la Banque mondiale disent qu'il sera de moins 6,8% et nous en rediscuterons. Aujourd'hui, nous parlons de la perte de 130 000 emplois qui vont s'ajouter à 630 000 chômeurs que nous avions déjà. Et cela sans compter les 800 000 personnes, travailleurs, journaliers, artisans, etc., qui ne sont pas comptabilisés et à qui nous avons donné des aides. Moi, je suis ici pour servir le pays. Je n'ai aucun calcul politique. J'ai décidé volontairement de céder mes actions de cette société Valis avant la promulgation de la loi. En Italie, des policiers montaient la garde devant une zone rouge près de Naples, au sud du pays. Une cinquantaine de résidents étrangers contaminés au nouveau coronavirus ont tenté de fuir leur confinement forcé, déclenchant des tensions avec la population locale.
Près de 700 personnes, pour la plupart des ressortissants bulgares, vivant à Mongradone, à 60 km au nord de Naples, ont reçu lundi l'ordre de se confiner sur le lieu de résidence des HLM de la municipalité après des suspicions de contamination. Une campagne de dépistage a été lancée par les autorités locales et une cinquantaine de personnes y ont été identifiées positives. Jeudi matin, un groupe est sorti du cordon de confinement pour une marche de protestation dans la ville. Ils étaient au moins plusieurs dizaines selon des images diffusées par les télévisions italiennes. La police est intervenue pour leur faire rebrousser chemin sans violence, mais avec des moments de tension, et le président de la région, Vincenzo De Luca, a annoncé avoir appelé l'armée en renfort pour boucler la zone. La plupart des résidents concernés sont des travailleurs agricoles de nationalité bulgare, dont certains sont en situation irrégulière. Plusieurs des contaminés ont disparu dans la nature. Un nouveau foyer de Covid-19 a par ailleurs été identifié dans un dépôt de la ville de Bologne, situé au centre, utilisé par une entreprise de transport et de livraison, a rapporté la presse locale. Premier pays touché hors de Chine et longtemps épicentre de la maladie en Europe, l'Italie a payé un lourd tribut à l'épidémie, avec à ce jour 34 644 morts et 239 410 contaminés selon les chiffres des autorités sanitaires. La maladie semble aujourd'hui maîtrisée avec entre 18 à 30 décès par jour ce début de semaine et un nombre de contaminations réduit. Des scientifiques italiens ont publié mercredi une tribune affirmant que l'urgence du nouveau coronavirus était terminée dans la péninsule, suscitant de vives réactions dans le pays où beaucoup craignent encore une seconde vague épidémique. C'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.